Le droit des femmes, le droit des femmes. Comment? Le droit des femmes. Ah tiens donc. Depuis qu'avec l'homme sur terre elle fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Comment les femmes ont-elles revendiqué leurs droits sociaux, politiques, économiques et culturels pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui en 2019, malgré leur infériorité face aux hommes, à partir de 1865 au Québec? Ce sujet est maintes fois évoqué de nos jours. Pourtant, les noms des individus remarquables qui ont fait de Québec ce qu'il est aujourd'hui restent méconnus. Néanmoins, cette lutte regorge de toute une histoire, une aventure entreprise par des femmes fortes telles que Thérèse Casgrain, Marie-Claire Kirkland et Justine Lacoste-Beaubien. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Droit des femmes. Au début du 19e siècle, les femmes mariées étaient soumises à leur mari. En effet, elles étaient traitées comme des enfants. Elles ne pouvaient ni recevoir un héritage ou un salaire, ni être tutrices, ni se défendre ou porter une action en justice, ni signer un contrat. Elles étaient soumises au double standard, c'est-à-dire que la femme mariée n'avait pas le droit de quitter son mari en raison de l'adultère, alors que celui-ci avait le droit de l'abandonner pour cette même raison. De plus, les femmes en général n'étaient pas considérées comme des personnes et n'avaient donc pas de statut défini dans la société. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer, de l'ouvrage il va en avoir pour tout le monde cet hiver, il faut bien donner... Avant la promulgation du Code civil du Bas-Canada, la minorité des femmes face aux hommes n'était pas explicitement énoncée. Le Code civil du Bas-Canada était inspiré par le Code Napoléon et transmettait l'idée de l'incapacité juridique de la femme mariée de la coutume de Paris. Après que cette loi fut entrée en vigueur, le statut des femmes est confirmé. Ces arrangements ont été une grosse obstruction pour les femmes très actives dans la société québécoise. Cet événement assura la continuité des droits des femmes avant 1866. Un des articles énoncés dans le Code civil du Bas-Canada est l'article 175 qui stipule que la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Nous sommes à présent à l'intérieur de l'hôpital Sainte-Justine, dont l'une des fondatrices, Justine Lacoste-Beaubien, a été forcée, en 1908, de demander au Parlement du Québec de la délier de cette incapacité juridique afin de pouvoir s'occuper de son hôpital. Grâce à elle, plusieurs enfants malades seront soignés. Autrefois, plus d'un quart des enfants décédaient avant d'atteindre l'âge d'1 an en raison de la mauvaise qualité de l'eau ou du lait et des conditions malsaines dans les logements ouvriers. Ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se masser le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds? Un des foyers d'origine du féminisme québécois fut une association fondée par des étudiantes à McGill en 1885. La Société Delta Sigma leur permettait d'avoir des débats et des discussions d'intérêt public, non seulement sur le suffrage féminin, mais également sur l'équité salariale. Vers 1893, la première organisation féministe québécoise est apparue. Le Conseil des femmes de Montréal serait né du besoin stratégique des forces réformistes et féministes de se regrouper pour maximiser leur efficacité. En effet, c'est ce que cette organisation fera à travers ses luttes ardues. L'amélioration des conditions de travail des femmes, la création du premier bain public et de meilleurs hôpitaux, mais surtout la réformation des conditions sociales des femmes et des enfants. Le Conseil, appuyé par Marie Lacoste Gérin-Lajoie, Carrie Derick, Grace Drummond, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain, revendiquera également le droit de vote pour les femmes québécoises en 1921. De moustache et se redresser l'air bravage. Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. À cette époque, les femmes ne devaient pas prendre part à la vie politique, mais plutôt laisser les hommes se charger de ce domaine. Elles se sont progressivement intégrées à la vie politique et ont entraîné de nouveaux changements dans la société. En 1940, l'obtention du droit de vote marque un autre tournant important dans l'histoire des femmes au Québec. Ce serait le fruit de 14 années d'efforts au cours desquels les féministes se sont rendues chaque année à Québec pour l'exiger. En effet, vers 1930, les suffragettes de la Ligue pour les droits de la femme, présidée par Thérèse Casgrain, une militante politique, et l'Alliance canadienne pour le vote des femmes du Québec, présidée par Idola Saint-Jean, sont allées chaque année à Québec demander le droit de vote. Elles ont également fait des manifestations publiques et utilisé les médias pour transformer lentement la mentalité de la population.
Les autorités civiles et religieuses et la majorité de la société espéraient garder les femmes hors de la politique en raison de leur idéologie conservatrice qui voulait limiter le travail des femmes au foyer. Il y avait aussi, il faut le dire, il y avait aussi des femmes qui étaient contre parce qu'à l'époque, on associait l'idée de voter à une fonction masculine. Dans l'esprit de bien des femmes, voter, c'était une responsabilité qui incombait aux hommes seulement et pas aux femmes. Et les femmes ne voulaient pas se mêler de ça. Bien des femmes ne voulaient pas se mêler de politique parce qu'elles estimaient que se mêler de politique, c'était renoncer à leur féminité. Vous voyez, la définition de ce qu'était un homme à l'époque et de ce qu'était une femme, c'était des définitions qui étaient souvent très fermées. C'était très figé. Alors, il y avait des choses que les hommes faisaient, des choses que les femmes faisaient, et il y a des choses qui ne se faisaient pas quand on était un homme ou quand on était une femme. Respectable, bien sûr. Alors, le vote, ça faisait partie de ces choses que les femmes ne devaient pas faire sous peine de perdre leur respectabilité. En tout cas, il y a certaines femmes qui pensaient comme ça. Alors, il y avait quand même, finalement, pas mal de monde qui était contre le droit de vote des femmes. Si on compte là, tous les hommes, en tout cas la majorité des hommes, je dirais presque la majorité des femmes, plus les membres de l'Église catholique, ça commençait par faire pas mal de monde. Cet événement a permis aux femmes de se démarquer dans la vie politique, notamment Marie-Claire Kirkland, qui fut la première femme élue et nommée ministre en 1961. Les femmes avaient revendiqué leurs droits non seulement en politique, mais aussi dans d'autres domaines tels que l'économie et le marché du travail. Au 19e siècle, les femmes ne travaillaient presque pas. Non seulement les universités telles que McGill fermaient leurs portes aux femmes voulant étudier en droit ou en médecine, ne leur laissant donc pas la possibilité de participer à la vie politique ou autre, mais celles qui travaillaient étaient aussi très mal vues. Cependant, les femmes choisissant de travailler s'avoueraient souvent être des domestiques, des institutrices, des ouvrières ou des infirmières. Les conditions de travail de ces dernières, qui semblaient presque normales à cette époque, seraient considérées comme inhumaines aujourd'hui, les poussant à faire la grève pour revendiquer leurs droits. Ça fait rien, on change rien. Qui c'est qui fait la vaisselle? Faut pas que ça se perde. De plus, le salaire des hommes pour un travail était de 8 $ par semaine, équivalent à presque le double des femmes, qui était de 4,50 $. Une telle inégalité existait d'ailleurs très souvent. Par exemple, une femme institutrice ne gagnait que 40% du salaire d'un homme avec le même métier. Cependant, grâce aux nombreuses revendications pour un salaire égal pour un travail équivalent, un concept présent dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec depuis 1976, la loi sur l'équité salariale est adoptée par l'Assemblée nationale en 1996. Par contre, en 2015, bien que 60% des emplois au Québec soient comblés par des femmes, celles-ci gagnaient en moyenne 25 $ par heure et les hommes 27, prouvant que les injustices existent encore, malgré des gains majeurs. Il est donc possible de remarquer que, économiquement parlant, la femme a gagné, à travers ses nombreuses luttes, le droit de travail et l'équité salariale, bien qu'imparfaite. En effet, avec l'évolution des droits des femmes, elles se sont graduellement impliquées dans le marché du travail et sont devenues financièrement autonomes, contrairement à auparavant. Malgré donc le progrès qu'on a fait vers l'égalité, la question des salaires, ça demeure un enjeu très important et ça demeure un point sensible. Alors, je porte toujours attention dans les journaux, il y a très souvent des statistiques qui documentent cette inégalité entre les hommes et les femmes. Alors, comment on peut l'expliquer? Bon, il y a plusieurs explications. La sociologie du travail a une grande explication qui est celle de la dévalorisation du travail que les femmes font dans la sphère privée. Par exemple, tout ce qui est de l'ordre du soin, prendre soin des autres, c'est quelque chose que les femmes ont fait dans la sphère privée, dans la famille, gratuitement, au nom de l'amour. Donc, on a intériorisé une sorte de principe comme quoi ce qui est lié aux soins des autres, ça n'a pas beaucoup de valeur monétaire. Le condom masculin existait dès l'Antiquité, vers 1500 avant Jésus-Christ. Cela prouve que l'on entreprenait déjà des moyens permettant de réduire le nombre d'enfants dans la famille. Cependant, ce droit leur a été enlevé au 19e siècle, car l'Église affirmait que les moyens de contraception promouvaient la prostitution. La commercialisation de la pilule contraceptive en 1960 fut très symbolique dans la lutte pour l'équité.
En effet, celle-ci évoque le contrôle qu'ont maintenant les femmes sur leur corps. Selon Le Devoir, ce serait l'enthousiasme d'une femme qui permettra la commercialisation de la première pilule contraceptive. Grâce à la pilule, les femmes pourront éviter les grossesses et plusieurs dames à l'époque ont déclaré « La pilule a certainement donné aux femmes une arme contre la peur ». Cet événement et de nombreuses manifestations ont entraîné plusieurs changements, notamment l'arrivée du droit d'avortement en 1988 qui énonce que l'avortement n'est plus considéré comme un crime de nos jours. Nous pouvons donc voir que les femmes se sont battues pour obtenir la liberté de leur corps. Allons donc vers 1964, l'année où une femme s'est démarquée pour son action remarquable. Mon désespoir, je suis malade. Vers 1964, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, première femme députée à l'Assemblée législative du Québec, fait adopter la loi 16, c'est-à-dire la pleine capacité juridique des femmes mariées. Autrefois, ces dernières devaient se soumettre à l'autorité de leur mari et l'obéir. De plus, il leur était interdit d'exercer leurs devoirs civils et financiers, ainsi que de poser un acte juridique sans l'accord de leur époux. Aussi, elles ne pouvaient ni signer un bail, ni s'ouvrir un compte bancaire sans une autorisation écrite de celui-ci. À partir de cette date, elles pourront exercer une profession autre que celle de leur mari, gérer leurs propres biens et conclure des contrats. Cette législature abolit le devoir d'obéissance de la femme à son mari. En conclusion, la place des femmes dans la société québécoise a beaucoup changé au cours des derniers siècles. En effet, les femmes du Québec ont lutté pour leurs droits sociaux, politiques, économiques et culturels à travers plusieurs années et ont grandement contribué à l'évolution de la société. Alors, vous voyez, comment je dirais, l'histoire, c'est rarement linéaire. C'est rarement, là, on s'achemine pas comme ça tranquillement sur le chemin du progrès, là, une espèce de progrès éternel, là. Il y a souvent des revirements de situation, il y a des avancées, mais il y a aussi des reculs. Et parfois, les reculs viennent d'une direction complètement inattendue. Les femmes, elles ont des alliés, et ça, c'est important. Donc, elles ne sont pas seules à poursuivre leur combat, mais il y a des hommes importants qui disent, ben moi, je suis d'accord avec l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes, et je vais en faire un principe, et je vais m'engager en ce sens-là. Pas juste dire, je suis d'accord, mais je vais m'engager à ce que ça devienne concret et réel. Et je pense que aussi, le féminisme et l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une valeur positive qui fait avancer la société, c'est une valeur qui apporte quelque chose à la société, de donner la possibilité à des filles qui sont bonnes et qui sont talentueuses d'occuper leur place dans la société. Ça ne peut être que positif, ça ne peut pas être négatif. Selon nous, le futur des femmes est prometteur, car on réalise enfin leur importance au sein de la société. La femme aura peut-être enfin la place qu'elle mérite, c'est-à-dire une position égale aux hommes, peu importe que ce soit dans le milieu du travail, de l'éducation ou de la politique. Grâce à la mentalité tolérante des jeunes de cette génération, nous espérons qu'un jour nous pourrons enfin affirmer que la société est égalitaire. Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur. J'adorais les mythes, mais tous ces mots m'en faisaient peur. J'adore mon poisson rouge, il m'apaise jour et nuit. Il tourne en rond pour moi, et je m'attais rien que pour lui. J'aime mon jardin de roses, l'odeur me rend heureuse. C'est le silence qui me parle, comme si c'était Charles. Quand on fait l'amour, il n'y a pas de discours. Les hommes se chargeaient de ce domaine. Les autorités... Un cheval! Tellement mauvaise. Au 19e siècle. Au 19e siècle. Au 19e siècle.
T'es sûr avec le crocodile? Yeah. Yeah. You got that? OK, cool. Non, là, ça. Il y a la lune. Okay, ladies and gentlemen.